votre émission Tumulte sur Global Africa, sur Télésud. Aujourd'hui, nous allons parler des diasporas africaines face aux décideurs de leur pays. Nous assistons au Mali à la mise en place d'un gouvernement de riposte depuis l'étranger. Tandis qu'au Congo-Brazzaville, c'est le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger qui s'est mis en place et qu'au Sénégal, les regards s'attardent sur les différents fonctionnements complexes du duo à la tête du pays. Plus loin en Afrique centrale, les différentes politiques menées par les différents politiciens du pays depuis des décennies semblent encore désespérées et surtout également ceux de l'étranger. Pour en parler sur Tumulte, donc sur Global Africa Télésud, nous recevons Yaya Diallo du Sénégal qui est membre de PASTEF dans la région de Vélingara. C'est plutôt dans la région de Tambacounda, oui, à la frontière vers la Guinée et le Sénégal, et le Mali. La Guinée et le Mali. Voilà. Oui. Et ensuite, Passema Ondiago, président du comité d'action pour la conquête de la démocratie en République centrafricaine. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons ouvrir les échanges. Monsieur Diallo, oui, vous qui êtes pas loin du Mali, puisqu'on l'évoque, oui, vous avez vu que près de 4 ans après, oui, on n'a pas de ligne claire quant à la fin de la transition au Mali et que les Maliens à l'étranger se sont organisés et ont déjà mis un panel des démocrates en ligne pour élire, pour mettre en place déjà leurs députés. Et la semaine prochaine, ils prévoient de mettre en place un gouvernement élu par cette assemblée pour pouvoir riposter contre le pouvoir en place. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire de voir qu'on en arrive là avec le... Moi, je pense qu'aujourd'hui, toute l'Afrique est malade. Ce n'est pas seulement le Mali. Aujourd'hui, ce qui arrive à nos compatriotes maliens, c'est vraiment décevant par rapport à l'attente de nos populations. Les dirigeants, l'élite, l'armée et tous ceux qui vont autour de ça, aujourd'hui devraient organiser une élection rapidement pour que la démocratie s'installe comme ça se passe dans beaucoup de pays. Car aujourd'hui, l'Afrique, l'enjeu n'est pas aujourd'hui de se chamailler pour le pouvoir. Aujourd'hui, c'est comment faire pour développer l'Afrique, comment résoudre le problème d'électricité, le problème de la nourriture, le problème du terrorisme. On a beaucoup de sujets à régler. Aujourd'hui, le sujet du pouvoir devrait être aujourd'hui quelque chose de très simple qu'on allait organiser rapidement, qu'on sorte oui, mais justement, beaucoup de Maliens pensent que, justement, avec l'insécurité qu'il y a, ils ont organisé quand même l'élection référendaire en juin 2023, mais ils pensent que tant que tout le territoire n'est pas sécurisé, qu'il n'est pas question d'organiser les élections et que le peuple, justement, est en phase avec la junte en place pour que le pouvoir se mène comme ça jusqu'à ce que certainement... Moi qui, par exemple, comme vous l'avez dit, proche du Mali et qui connaissait bien Ibeka et qui connaissait bien Ismaïla Cissé, depuis des années, le Mali avait des régions, les élections ne se passaient pas partout. Aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, il fallait organiser une élection sur la partie où il y avait... Comme ils ont fait pour le référendum. Pour le référendum où il y a la paix, et que rapidement, que la communauté internationale vienne au secours des Maliens pour régler certains problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la junte, certes, ils veulent bien régler le problème, mais ils sont coupés du monde entier. Voilà, et que ça fait, quand aujourd'hui, même les Américains, quelle que soit ta force, quand tu te coupes du monde entier, tu es obligé d'avoir des soucis. Et ça, c'est le peuple malien, le ressenti commence à avoir sur les populations. Par exemple, sur l'électricité, où la Côte d'Ivoire donnait 40%, ils l'ont coupé. Les problèmes sont accumulés, et à un moment donné, ça risque d'être incontrôlable. Et qu'on voit des groupes comme ça, moi je ne suis pas d'accord de faire un gouvernement parallèle. Moi je pense qu'il faut aller au dialogue, il faut discuter avec la junte et il faut voir quelles sont les voies et les moyens à faire pour que tous les Maliens s'assoient
pour pouvoir déterminer leur avenir ensemble. Alors, Passema, vous qui êtes issu d'un pays avec beaucoup de turbulences, très tumultueux d'ailleurs, vous avez certainement entendu les Maliens dire que ce sont les démocrates qui ont enfoncé ce pays et que la junte doit pouvoir prendre le temps nécessaire pour faire les réformes nécessaires afin d'organiser des élections, parce que jusqu'à présent, on ne voit pas le moindre signal pour que les élections se tiennent. Alors, la plupart des Maliens disent que les élections ne sont pas une priorité. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et aussi dire un mot sur la mise en place de ce gouvernement en exil. Je te remercie, Sadio, et je salue les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Et j'adresse mes salutations à nos frères et sœurs du Mali. Et de Bamako, j'étais à Bamako il n'y a pas très très longtemps et j'ai rencontré pas mal de gens, les Moussa Mara, les Tchèques, Modibo Diarra et compagnie. J'étais même au palais de Koutouga. Et la situation qui prévaut aujourd'hui au Mali, qui est une situation qui se prolonge déjà depuis un certain temps, est de nature à nous préoccuper, nous en tant qu'Africains. On est concernés. Et comme vient de le dire mon frère, il y a lieu d'organiser des élections dans des meilleures conditions, pour une fois au moins. Parce que rappelez-vous, la République démocratique du Congo avait organisé des élections en Afrique sans l'aide de l'extérieur. Et c'était très important. Parce que souvent, les pays africains, lorsqu'il s'agit d'élections, eh bien, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, il faut attendre l'aide extérieure, il faut le soutien des bailleurs, de ceci et cela. Et souvent, ceux qui financent, ils posent des conditions. Et l'élection aussi terminée, des contestations, et ça n'en finit pas. Nous l'avions connu en Centrafrique. Donc, aujourd'hui au Mali, oui, depuis l'avènement de la junte, et comme tu l'as très bien dit, les Maliens que nous rencontrons estiment qu'ils en ont marre de tous ces soubresauts, de tous ces affrontements, de toutes ces contestations. Parce qu'il faut savoir que le plus souvent, nos peuples en Afrique, en ont marre. Mais ils en ont marre de quoi? Ils ont marre parce que justement, les Maliens disent que les démocrates ont tout mis par terre, oui, et que vous n'ignorez pas qu'il y a un dialogue intermalien qui vient de se tenir au Mali, avec pour conclusion que Assimi pourra être candidat. Exact. Et que les 5 colonels pourront être érigés au rang de généraux, et que voilà, les partis de politique vont être restreints. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de tous J'ai suivi la conclusion de ce dialogue. Oui, mais parce que vous évoquez le fait qu'il faut que les Maliens s'asseyent. Ils viennent de s'asseoir. Avec la suspension des partis politiques. C'est ce que les Maliens disent. Hein. Donc, ce que les Maliens viennent de faire, ils ont fait un travail très intéressant. Moi, je fais confiance à ce qui a été fait. Ils ont demandé à ce que Goïta soit candidat. OK. Dans la salle, il y a eu applaudissements, etc. Ce n'est pas quelque chose qui s'est concocté entre des soldats en cachette. Ça s'est fait ouvertement. Et le peuple a exprimé ses désidératas, il a été écouté. Maintenant, il y a un calendrier. Un instant, M. Passema. Le menu pour lequel les Maliens ont été rassemblés, c'était pour dire nous avons eu des partenaires exogènes sur l'accord d'Alger, oui, et que maintenant que Kidal a été reprise, il faut revenir sur ces accords-là, voir comment revoir le chapitre, ces accords-là, entre Maliens. Est-ce qu'on arrivait à la candidature ou au grade et aux autres annexes qui n'étaient pas prévues, étaient opportuns? Et d'ailleurs, le dialogue est revenu sur les accords d'Alger. Ils ont remis en cause. Oui, mais c'était ça le menu. Voilà. C'était pas la prise, comment gérer les éléments. Ils ont décidé de tourner la page des accords d'Alger. D'accord, jusque-là, ça va. Oui. Voilà, ils ont décidé de tourner la page des accords d'Alger, considérant que les accords d'Alger n'ont pas permis au Mali de résoudre les problèmes du Mali. Moi, c'est moi qui décide. J'ai suivi et je les ai écoutés. Je me suis dit, oui, c'est une bonne chose. À partir du moment où, souverainement, les Maliens se sont réunis, ils ont tiré les leçons
de tout ce qui s'est passé, des accords d'Alger, et ils ont dit, on met ça de côté et on décide d'un certain nombre de choses. Et donc, ils ont pris cette décision-là. Ils ont pris la décision, il va y avoir des élections, il va y avoir la fin de la transition. À quelle date? Ils sont de quoi, 2 ans? Non, ils ont encore dit, souvenez-vous qu'en 2021, Oui. c'était déjà, avec les assises, c'était déjà de 6 mois à 5 ans, ils ont Voilà. pris 2 ans. Cette fois-ci, il est question de passer de 2 ans à 5 ans. Monsieur Diallo, est-ce que vous comprenez ce qui se passe un peu au Mali? Avez-vous une lecture différente de celle de Passema? Ben, moi, je pense que, comme mon frère l'a déjà dit, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est déjà dans les négociations, ils voulaient tourner la page parce que le problème de Kidal était posé parce que Kidal devenait une zone non contrôlable par l'État malien. Ça, je le comprends, parce que dans un pays où on fait des Mais accords... pourtant, il y a eu des élections alors que Kidal n'était pas encore Exactement. libéré, le référendum. Mais la junte a dit que le pouvoir de Ibeka, qui avait conduit ces négociations-là, a failli à la souveraineté nationale du Mali. Oui. Ça, je le comprends parce que... C'est-à-dire, dans ces accords, Oui, il était question que les 4000 membres des groupes armés oui, de l'Azawad oui, soient formés oui, intégrés. et intégrés dans l'armée nationale Oui. qui s'est appelée armée reconstituée. Oui. Et ces membres-là de l'armée reconstituée étaient à Kidal quand même. Oui, mais Où se trouve le problème alors? se trouve le problème parce que quand même, les militaires maliens qui sont venus, ils se sont dit, aujourd'hui nous ne pouvons pas dire qu'on fait des accords dans notre pays où on a une partie de Kidal qui fait un pays presque africain, parce que Kidal à Bamako c'est 1800 km ou 2000 presque kilomètres, Oui. ou à un territoire très large, et qu'il y a les enjeux aussi, soi-disant, il y a du pétrole, il y a du gaz, la terre est bien riche. Tout ça, la junte aujourd'hui a dit, le peuple malien, d'ailleurs c'est pour cela le peuple malien soutient cette junte parce que la junte veut récupérer cela parce que ça fait partie du pays. Intégrer eux-mêmes, ils ont commencé à intégrer les gens de Azawad, avaient déjà commencé parce qu'il y avait un ministre. D'ailleurs, il y avait un ministre de la Azawad qui faisait partie du début du gouvernement malien. Je ne sais pas si jusqu'à présent il est là, mais il est là, oui. il était là. Ça veut dire Oui, mais maintenant qu'il que Kidal reconnaît est récupéré. les gens de Azawad comme des citoyens maliens, mais pas au D'accord. point de les laisser contrôler Kidal. Voilà, nous allons donc un peu avancer un peu plus. Maintenant que Kidal est récupéré, maintenant qu'il y avait eu quand même des élections référendaires en amont, qu'est-ce qui permet de ne pas fixer une date pour aller aux élections, alors que nous savons qu'un président qui n'est pas un président de la République, un chef d'État, n'a pas la signature nécessaire pour attirer les fonds à son pays, fonds nécessaires aussi à faire la guerre justement. Parce que s'il arrive à manquer du carburant ou à faire l'entretien du matériel, ça sera un autre problème à gérer. Non, il y a un problème de souveraineté quand même qui se pose aux Maliens. Hein. Les Maliens se sont réunis. Nous, personnellement, je suis en dehors, je suis à l'extérieur, je les observe. Ils ont décidé de se donner le temps. Parce qu'avant, quand il s'est passé quelque chose dans nos pays africains, il y a toujours une pression extérieure qui vous dit allez aux élections, faites ceci, faites ceci, faites cela. Or, les Maliens ont tiré les leçons. Mais je veux que vous compreniez une chose. Au moment où ça se tenait, est-ce que vous comprenez que 80 partis 80 partis politiques et associations et regroupements politiques étaient suspendus? Oui, mais ça, madame, ça en Afrique, parce que ceux qui ne connaissent pas l'Afrique peuvent dire que c'est bizarre. Aujourd'hui, parce que pour régler un pays comme le Mali, et vous savez, je peux dire aussi, la communauté internationale n'a pas facilité l'aide au Mali. Quand vous regardez les milliards au Mali, le G5 Sahel avait besoin que 2 milliards pour régler le problème des matériels, pour combattre le djihadiste et régler... 240 millions d'euros plus. Il y avait besoin au total 2 milliards. Non, 2 milliards d'euros. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine... Non, le G5 Sahel avait promis 240 milliards
de millions d'euros Oui. pour régler le problème du Sahel. Oui, mais donc l'argent- même pas l'argent n'est pas tombé, c'est plutôt les équipements qui sont tombés. Donc, et l'argent et n'est- le soutien divers. L'argent n'est même pas tombé quand, je vous rappelle, quand vous regardez l'interview de mon tonton, l'ancien président tchadien, Idriss Déby, quand il a engagé ses soldats au Sahel, au Sahel et au sans Mali. C'est lui qui que la payait. communauté internationale donne. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, toute la communauté internationale, Deux poids, deux plus de mesures. 80 milliards Deux poids, deux d'euros mesures. donnés en Ukraine. Et aujourd'hui, nous, au Sahel, la Libye, c'est parce que la communauté internationale ne veut pas aussi nous aider. Oui. C'est pour cela que aussi la junte malienne ne voulait pas créer du désordre parce Voilà. que moi, je suis démocrate. Je veux que les partis politiques s'expriment. Mais à un moment donné, il faut qu'on terre d'abord ces querelles de démocratie qui est venue de loin de Exactement. l'Occident pour régler le problème immédiat qui nous préoccupe. Le feu qui est chez nous, il faut mettre de l'eau d'abord avant de chercher de l'eau qui est propre ou qui est sale. L'essentiel, l'incendie d'éteindre soit le éteint. feu. Voilà. Maintenant, on va revenir à cette organisation Oui, je voulais dire quelque chose. des Maliens à l'extérieur, un peu partout dans le monde d'ailleurs, qui veulent asseoir un gouvernement parallèle pour avoir de la voix, parce qu'ils estiment qu'on n'entend que la voix de la junte et que les répressions, par ailleurs, la répression des Maliens aussi existent. Ils veulent sortir de cela. Alors, il y a le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui est bien structuré, qui a même un ministère à Bamako, et il y a des députés, des Maliens de l'extérieur qui siégeaient au Parlement malien. Donc, il n'y a pas un vide quant à ce qui concerne la représentativité des Maliens de l'extérieur au sein des institutions de leur pays. J'attire l'attention de nos confrères, de nos frères africains, de faire très très attention, de ne pas systématiquement vouloir transposer dans nos pays ce qui se passe ailleurs. Un mimétisme qui ne nous arrange pas du tout, qui ne fait que nous créer À des propos de problèmes. mimétisme, justement, eux disent qu'ils vont aller à une transition lente pour changer le mode de gouvernance, c'est-à-dire installer que le pouvoir soit au Parlement, qui va élire une institution, qui va élire un Premier ministre et asseoir un pouvoir traditionnel tel qu'on le connaissait en Afrique par ailleurs, pour ne pas donner justement un pouvoir centralisé et passer à une autre gouvernance où le pouvoir sera donné au peuple. Est-ce que vous trouvez ça logique ou pas? Je leur conseillerais tout simplement, à travers leur organisation, de rédiger un mémorandum et de le porter à la connaissance de l'ensemble des structures représentatives au Mali, la junte, et ceux qui aujourd'hui parlent au nom du Mali, leur dit, écoutez, nous Maliens de l'extérieur, voilà, face à la situation de notre pays, nous nous sommes réunis, nous avons réfléchi, nous avons élaboré des propositions que voici. Ils mettent ça sur la place publique. Et tous les Maliens pourraient apprécier leur contribution à la résolution des problèmes de leur pays, plutôt que de créer un gouvernement parallèle, qui d'ailleurs va encore ajouter le désordre au chaos. Ça n'arrange pas du tout le peuple malien. Monsieur Diallo? Là, moi, je profite de cette occasion de dire que mon président de mon parti et le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a pris la décision. Parce qu'aujourd'hui, le Mali et le Sénégal, c'est les mêmes personnes. Et même la Guinée-Conakry, parce que quand vos voisins ne sont pas en paix... Justement, nous allons revenir dans la deuxième partie à ce qui concerne justement la complexité du fonctionnement du mais duo il va sénégalais. faire le voyage. Moi, je dis à mes camarades maliens. Mais c'est justement un sujet que nous allons aborder. Donc, dans la deuxième partie de cette émission, Oui. on reviendra dans quelques secondes pour aborder justement cette Moi, partie. ce que je peux conseiller à les Maliens, il y a une majorité des Maliens qui soutiennent cette junte. Aujourd'hui, je pense, la démocratie se mesure que par le nombre. Aujourd'hui, il y a un grand nombre des Maliens qui soutiennent cette junte. C'est normal qu'il y ait une opposition. Ceux qui s'opposent à cette façon de faire, de gouverner, tout le monde... moi, je suis démocrate, je trouve que ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un dialogue, qu'il faut qu'il y ait une date résolument pour aller vers aux élections. Ça, tout le monde est d'accord. Mais je ne pense pas en organisant un gouvernement parallèle
Ça peut régler le problème aujourd'hui. Les Maliens souffrent. Moi, j'en connais quelque chose, car j'ai une partie de moi quelque part au Mali. Merci beaucoup. Nous revenons dans quelques secondes. Après le succès remarquable de la première édition, le think tank RDC Stratégie organise la deuxième édition du Forum sur les infrastructures en RDC, RIF 2024 en sigle, du 18 au 20 juin 2024 au Pullman Hotel de Kinshasa, sous le thème « Accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des projets d'infrastructures en RDC, un impératif pour un Congo émergent ». 6 sous-secteurs seront à l'ordre du jour. Aéroportuaire, énergie, ferroviaire, mobilité urbaine, portuaire, routier. C'est plus de 400 acteurs clés du secteur, décideurs politiques, développeurs des projets, financiers et experts qui échangeront autour des thématiques cruciales durant 3 journées d'intenses débats. RDC Infrastructure Forum 2024, c'est l'événement leader des infrastructures en RDC. L'événement fournira un réseautage unique pour renforcer et créer de nouveaux partenariats. Pour toute participation et location des stands d'exposition, contactez-nous au +243 83 11 76 196 ou par mail à l'adresse stratégierdc@gmail.com. Bâtissons ensemble la RDC de nos rêves. Voilà, nous revenons sur notre plateau avec les mêmes invités sur Global Africa, Télé Sud, Tumulte. Monsieur Passema, vous avez tout de suite, un peu avant, dit qu'il s'agissait de 2 poids 2 mesures lorsque Diallo Yaya a évoqué comment étaient considérés les conflits en Afrique et dans les pays non africains. Alors, parlez, édifiez-nous un peu. Le traitement des situations dans nos... En lien avec ce qui se passe au Mali et au Sahel. Oui, parce que bon, là, on a parlé, le frère Touré a fait allusion à ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez Diallo. Le frère Diallo a fait allusion à ce qui se passe en Ukraine. Lorsqu'il était question d'aider le Mali à s'en sortir, eh bien, les fonds ne sont pas venus. Mais lorsqu'il était question d'aider l'Ukraine face à la Russie, eh bien, c'est vraiment une pluie de moyens qui tombe. Alors que beaucoup disent que l'Afrique est pourtant plus proche de l'Occident que l'Ukraine le l'est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que ça vient justement avec le durcissement du temps dans les pays comme le Mali et plus largement... Non. Le cas de tous les pays africains, le cas de la RDC, qui est là, qui souffre depuis très longtemps, on massacre les gens. Bon, moi, en tant que le cas de la Centrafrique est là, le cas de beaucoup de pays africains. Voilà. Nous allons donc commencer à continuer plutôt avec ce qui se passe au Sénégal. Oui. On a vu que le duo fonctionne de façon... Merveille. Ah bon, merveille, c'est vous qui le dites. Mais nous avons vu que le gouvernement a une posture, c'est-à-dire Diomaye a une posture d'homme d'État qui respecte les textes de la République et qui ne veut pas se disperser, alors qu'on a l'impression que Sonko est resté comme un homme en campagne et qui continue avec une sorte de populisme à vouloir aller dans le sens contraire avec le parti PASTEF, à dialoguer avec, ou à se rapprocher du moins avec les pays de l'AES. Et pourtant, dans les voyages de Diomaye, on n'a pas vu qu'il a premièrement privilégié les voyages de faille à ses homologues de la région. On ne l'a pas vu privilégier les pays comme la Mauritanie, non pardon, le Mali, le Burkina ou le Niger. Oui, non mais c'est normal. Je pense que c'est un jeu de rôle. Et le Mali, et le Burkina et la Guinée-Conakry, Sonko a dit il va lui-même aller là-bas parce que Sonko déjà avait des relais très forts, à des soutiens très forts depuis des années. Tout à l'heure, on parlait du Mali. Je pense que Sonko pourra aider aux Maliens à s'asseoir autour d'une table pour pouvoir trouver une solution
à la malienne, sans utiliser d'autres pays en dehors de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manquait Sonko, c'est peut-être, madame, je vous laisse le mot de dire populiste, ce n'est pas du populisme, parce qu'en Afrique, quand on dit la vérité, on dit que c'est quelqu'un populiste. Quand en France, quelqu'un dit la vérité, on dit que c'est du populisme. Ah non, il y a quand même des mots-clés qui définissent ce qui est un fonctionnement de l'État. Le populisme de Sonko est la réalité des Africains. Dire qu'aujourd'hui, nos problèmes doivent être résolus par nous-mêmes. Justement, est-ce que le problème justement de la junte malienne est suivi de l'installation de celle du Burkina et du Niger n'était pas premièrement réglé par les Africains, par le biais de la CEDEAO justement? Non. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'installation de l'équipe Diomaye Sonko. Et j'ai lu les journaux africains de Bamako. Il y a un confrère, enfin un journaliste malien de Bamako qui fait cette remarque, qui trouve que dans ses propos, Sonko c'est là encore en campagne, etc. Moi, je pense que, de mon point de vue, il y a deux hommes d'État qui sont à la tête d'un pays. Et dans le cadre de la répartition des pouvoirs, il y a le chef de l'État, qui représente l'État, le pays, et le chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement a une mission d'explication. Là, il ne part pas en tant que chef de gouvernement, il part en tant que président du parti PASTEF. Oui, mais il se trouve que la constitution sénégalaise n'interdit pas qu'un membre du gouvernement ou que le chef du gouvernement ne soit pas membre d'un parti politique. Oui, d'accord. Donc à ce titre, eh bien, il est membre du parti, il est le chef du gouvernement et c'est une période de campagne législative, eh bien, il est encore en campagne électorale pour son parti. Parce que ce n'est pas encore garanti que au mois d'octobre, que le duo gagne les législatives. Donc, il a tout intérêt à rester en campagne pour mobiliser les Sénégalais afin d'être sûr de mobiliser autour de l'équipe du duo une majorité parlementaire. Mais est-ce que mobilisation, la campagne pour la mobilisation des Sénégalais pour la cause du PASTEF doit conduire à aller au-delà de son pays et à soutenir, à afficher son soutien à d'autres pays que de s'adresser à ses propres compatriotes? Alors, il y a la politique diplomatique de la nouvelle équipe du duo qui est au pouvoir au Sénégal. Quand on sait qu'avant, eh bien, la CEDEAO avait commis cette erreur de pratiquement agresser les trois pays, Mali, Niger et Burkina Faso, et le Sénégal veut rompre avec cette politique-là. Et pour ce faire, eh bien, il n'a pas attendu. Il fallait qu'il se rende là-bas, pendant que Diomaye, lui, va dans les autres pays de la CEDEAO pour leur montrer que nous ne voulons pas imposer à la CEDEAO une rupture de comportement ou d'attitude. Vous voyez bien que le président vient, par exemple, à Abidjan ou à Lomé ou à Conakry, pendant que son chef de gouvernement, le chef de gouvernement, lui, il parlait au Mali, il parlait à Niamey, etc. D'accord. Donc, ce que je veux dire, Passema vient de dire un mot fort, que la CEDEAO a agressé littéralement ces trois pays. Oui. Est-ce que c'est vraiment une agression ou est-ce qu'ils ont appliqué les textes, y compris le protocole additif, le protocole de Cotonou? Oui, non, mais mon grand frère, il a parfaitement raison. Je dis même pas une agression, c'est avec mépris qu'ils ont mis ces pays-là, parce que quand à l'époque la CEDEAO, Alpha Condé a changé la constitution pour se maintenir au pouvoir, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Ils ont fait juste des petits communiqués, des va-et-vient, Mais c'est justement là où se trouve le gros problème. Voilà. C'est que dans le protocole, dans la charte de la CEDEAO et des Nations Unies, peut-être que c'est ce qu'il faut nettoyer. Il est dit que tant qu'on change sa constitution, et 6 mois avant les élections, on est en capacité
On est en droit. C'est moins de 6 mois qui pose problème. Donc, Mais constitutionnellement. pas sur la Constitution, sur le 3e mandat. Ça, la CEDEAO, vérifiez, madame. C'est Oui. ferme. On ne Non, peut pas faire c'est-à-dire- 3e mandat à la CEDEAO. Mais c'est-à-dire, le problème, c'est que si vous changez de constitution, on madame- en arrive à un autre mandat. Madame, C'est ce que les juristes disent. on a dit à 6 mois avant les élections, si par exemple le code électoral doit être changé, il doit avoir un consensus de tous les acteurs politiques. Mais sous le mandat, 2 mandats, sous les constitutions, là la CEDEAO dit impossible de pouvoir changer. Alpha Condé l'a fait. Ils n'ont rien dit. Il y a que Alassane Gambie. Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Il n'y a que la Gambie. Si la CEDEAO était partie par le lancer que Macky Sall avait fait avec la CEDEAO, Yaya Jammeh, quand Barrow a gagné, ils ont mis l'armée pour le mettre dehors. Voilà. Si la CEDEAO avait continué dans cette lancée-là, aujourd'hui, je pense que certains problèmes au Mali ou en Guinée ou au Burkina Faso ou même au Niger, ça n'allait pas se poser. Mais la CEDEAO a fait un problème sélectif. Un précédent, alors. Voilà. Une discrimination. Est-ce que c'est ce précédent, un autre précédent qu'a créé justement Patrice Talon, en ouvrant les frontières, en déphasage complet avec la CEDEAO, et que maintenant ça le rattrape parce que Tiani fait les durs? Oui, parce qu'il y a ce conflit de frontières entre le Bénin et le Niger. Et voilà, donc tant que vous fermez vos frontières, donc le pétrole n'ira pas, ne viendra pas ici, et le cacao, que l'arachide n'ira pas là-bas chez vous. Bon, c'est des petits problèmes qui doivent être résolus. Hein. Parce qu'il se trouve que le Niger, lui, a mis en avant le fait qu'au Bénin, il y a de forces militaires françaises qui avancent, selon les Nigériens, de manière inhabituelle vers leurs frontières. Et les marchandises qui passent entre les 2 frontières, tout cela parfois, et les Français sont quelque peu visés. Alors le Niger s'est dit, tant que vous avez ces troupes étrangères qui nous sont hostiles sur votre territoire et que vous nous laissez approcher la frontière, etc., nous, on ferme la frontière. Par rapport à cela. Et au moment où le besoin s'est senti, et le besoin est arrivé que Patrice Talon ouvre les frontières, il n'a pas pu avoir réponse du côté du Niger. Mais je pense, est-ce que ce sont des problèmes, entre autres, que Sonko, en tant que président du PASTEF, pourra régler entre ces pays et dans ces pays? Oui, mais c'est un peu difficile tant qu'on a le syndicat de ces chefs d'État, parce que Patrick Talon faisait partie des gens qui voulaient même envoyer des militaires avec Macky Sall. Au Niger. Si vous vous souvenez, c'est quand Macky Sall a interrompu le processus électoral le 3 février, c'est là où Patrick Talon aussi, il n'a pas fait ça par gaieté de cœur. Non. Il l'a fait parce que son économie tombait, parce qu'il perdait 1 milliard par jour au port. Il s'est dit, écoute, dans ce jeu-là, c'est un jeu de dupes, on va nous pousser, nous tous, à faire quelque chose du mal à nos voisins, or qu'on se fait du mal nous-mêmes. C'est comme ça qu'il s'est retracté pour dire, voilà, au Niger, je vous ouvre les portes. Mais on le sait, les chefs d'État qui restent là, que ce soit Oumar Mbalo, que ce soit Alassane Ouattara, Patrick Talon, on sait ces gens-là ne sont pas dans le sens de l'histoire, même dans le sens des peuples ouest-africains, mais ils sont dans le sens des puissances étrangères qui les dictent comment faire. D'accord. On s'arrête là pour le moment. On revient dans quelques minutes dans la 3e partie de notre émission. Troisième partie de votre émission Tumulte qui jette un regard sur les diasporas africaines face à leurs dirigeants. Alors, Monsieur Passema, nous avons vu qu'au Niger, tout dernièrement, il y a eu Kémy Séba qui n'a pas pu mettre pied à Agadez, pourtant accompagné d'un ministre. Kémy Séba
ne l'oublions pas, qui est très proche de Sonko. Est-ce que le même sort ne pourra pas être réservé à Sonko s'il s'intéresse un peu trop aux problèmes qui regardent les Nigériens, au point d'avoir certaines... Sonko utilise certains narratifs de Kémy Séba. Est-ce qu'il pourra être l'homme de la situation pour pouvoir régler ou pacifier ces pays-là avec la CEDEAO? Alors, Sonko est le chef de gouvernement d'un État. Mais là, il est en tant que parti politique. Il a bien précisé. Sonko a bien expliqué qu'il ne va pas, en tant que Premier ministre, bien que c'est difficile à dissocier, il va en tant que chef de parti politique. Et que dans ces pays-là, je vous rassure qu'il y a le PASTEF international africain qui a commencé, qui existe au Mali, qui existe partout. Il va rencontrer ces gens. On a reçu ici, sur ce plateau, le PACTEF comorien, un avocat de Sonko du Comore. On l'a reçu ici, oui. Il faut savoir une chose, hein. Depuis la nuit des temps, les internationales, on a commencé par l'international socialiste au XIXe siècle, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui, on parle de l'international socialiste, la première internationale, la deuxième, certains parlent même de la troisième internationale. Et un mouvement tel que le PASTEF, c'est une sorte d'international. Là-dedans, vous trouvez des gens qui s'engagent politiquement, et puis d'autres qui visent la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est le cas de Sonko, au Sénégal, qui est arrivé aujourd'hui, qui est à la tête d'un pays, mais qui demeure dans le mouvement, puisque le PASTEF sénégalais, non seulement a envoyé à la présidence un chef d'État, a maintenant le gouvernement du Sénégal, mais se bat aujourd'hui pour avoir une majorité parlementaire. N'empêche que les dirigeants du PASTEF Sénégal, qui sont des hommes d'État, membres du PASTEF international africain, continuent leur mouvement. Mais même s'ils disent qu'ils ne viennent pas en tant que chef d'État, c'est vrai. Ou Premier ministre. Ou Premier ministre, il ne va pas dans une rencontre diplomatique. D'accord. Ça y ressemble. Non, en fait, il va dans une rencontre organisationnelle. C'est comme le FPI de Laurent Gbagbo, à l'époque, en Côte d'Ivoire, membre de l'international socialiste. Quand ils étaient arrivés au pouvoir, ils continuaient à fréquenter l'international, mais quand ils allaient à l'international, ils venaient en tant que membre de l'international, pas en tant que... président ou chef, c'est le cas de ou membre du gouvernement. Voilà. D'accord. Mais de ce fait, ça va nous conduire un peu bas au cœur de l'Afrique centrale, qui a été pensée pour être un pays qui regrouperait tous les pays de l'Afrique centrale. Voilà pourquoi le nom, au lieu de... Panafricain. Le nom de Centrafrique, voilà. au lieu de l'Ubangi, voilà, est issu de cette volonté panafricaniste. Mais depuis les indépendances, ce pays au cœur de l'Afrique centrale peine à se mouvoir ou avoir une sérénité telle qu'a pu l'avoir des pays de l'Afrique de l'Ouest, hein, malgré les tumultes qui s'y passent. Oui. La République centrafricaine, quand il a été conçu initialement, comme tu l'as bien dit, c'est Sadio, j'allais dire Sonko, eh bien, devait regrouper les territoires du Gabon, du Congo, Brazzaville, du Cameroun, du Tchad et de l'Ubangi-Chari. Barthélemy Boganda, qui à l'époque était le président du Grand Conseil de ce qu'on appelait à l'époque pudiquement Afrique équatoriale française, a élaboré ce projet-là. Malheureusement, la puissance occupante qui était la France a torpillé le projet, a mis la pression sur l'Abbé Fulbert Youlou au Congo-Brazzaville, Léomba, d'accord, Gabon, etc. On y passe pour arriver maintenant depuis les années 60... Oui, on y passe, parce que le temps nous fait défaut. Jusqu'aujourd'hui, 2024. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez pourtant un président élu. On a un problème. Qui est dû au fait que... les peuples centrafricains et de ces pays, qui initialement étaient des pays constitutifs de cette union-là, n'arrivent pas à s'imposer comme l'a fait tout dernièrement le peuple sénégalais. Pour le cas de cette portion qu'on appelle la République centrafricaine, qui est l'Ubangi-Chari, qui est aujourd'hui Centrafrique,
Le malheur a voulu que de 1960 jusqu'à une époque récente, les Centrafricains se sont retrouvés avec des individus qui ne sont pas qualifiés pour être chefs d'État. Car en aucun cas, ils n'ont œuvré. Alors, je pense que vous avez assez parlé. Je pense que Diallo nous dira que personne n'est qualifié d'avance à être chef d'État. Oui, exactement. Mais pourtant, Oui. certains, s'il reste des hommes du pouvoir, d'autres arrivent à être des hommes d'État, alors que parfois, rien ne les prédisposait. On a vu, par exemple, on va voir d'ici les 100 jours de Diomaye Faye, ils ont commencé le mois de Ramadan en prison, et ils ont fini le Ramadan à la présidence. Et je pense que tant bien que mal, on est en train de les observer. Ça veut dire qu'on peut... Il y a des avancées déjà significatives aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'Afrique centrale en général, et plus particulièrement ce pays qui était tête de pont des pays de l'Afrique centrale, trame, peine à sortir du cycle de la violence, des guerres et des instabilités politiques? Centrafrique aujourd'hui, Afrique centrale, Centrafrique est devenue l'espace de jeu pour les Occidentaux, à l'international. Aujourd'hui, c'est la philosophie de Daïr de Sonko. Si seulement c'est les Centrafricains qui allaient régler leurs problèmes, je pense que le problème était déjà réglé. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir, parce que le pays, c'est le pays le plus riche de l'Afrique d'ailleurs, le diamant, tout ce qu'on peut trouver en RDC, on le trouve en Centrafrique. Oui. Pourquoi on refuse ces peuples-là avoir la paix? C'est parce que tout simplement... Non, mais est-ce qu'on refuse au peuple ou c'est les dirigeants aussi? Oui, ce ne sont pas les peuples qui sont soumis aux forces exogènes. Mais madame... Ce ne sont pas les peuples. Mais madame, les dirigeants font partie du peuple. Et aussi, quand les peuples... Non, je parle pas des peuples dirigeantes. Oui. Des peuples dirigeants. Des équipes dirigeantes. Je parle des peuples dirigés. Oui, mais ce peuple-là... C'est eux qui subissent. Quand on met les gens... On a vu que, c'est justement ce que je veux dire, on a vu que le peuple sénégalais a refusé cette pression, quand bien même il soit dirigé de l'extérieur ou de l'intérieur, ils ont brisé la barrière. C'est là où je veux en venir. Qu'est-ce qui manque justement? D'ailleurs, pour vous conforter dans votre idée, parce que chacun a eu la chance, le peuple sénégalais a eu la chance de voter depuis 1800 et quelques. Et en plus, l'instruction au Sénégal a beaucoup avancé, la culture est beaucoup avancée. Quand vous regardez ce qui se passe au Sénégal, vous allez dire les autres pays, et les gens, en quelque sorte, ne veulent... Je pense que le taux de scolarité n'a jamais atteint, au Sénégal, n'a jamais atteint celui du Gabon, quand même, qui a atteint les 93%. Oui, mais et du Congo, qui dépassait aussi les 90%. Oui, mais il y a attention, aussi la culture. Les peuples d'Afrique centrale vont nombreusement à l'école. Hein. Il n'y a pas de madrasa là-bas. Mais il y a aussi la culture, vous savez, au Sénégal, aussi il y a une culture qui différencie les peuples Afrique centrale. En général, c'est ce que je les reproche ici. Nous, pendant 2 ans, tous les samedis, madame, on manifeste à la République ou dans Ferrosto. On vous a vu aussi, même quand les manifestations étaient interdites, les gens vous êtes à partir de façon pas dans spontanée. La culture des Afrique centrale. Moi, je les reproche beaucoup. C'est mes amis. Je veux bien. C'est des pays très riches. La CEDEAO, on n'a que des cacahuètes. Mais on n'est plus organisé que des pays où il y a du pétrole, où il y a du... La CEMAC, justement. Regardez même la CEMAC. Même la CEMAC aujourd'hui. La CEMAC, on décrit la CEDEAO. Mais la CEDEAO est encore un peu mieux que la CENAC. C'est l'une des organisations, c'est l'organisation la plus enviée de la plupart des organisations en Afrique. On parle moins de la SADC, mais entre CAC, CEMAC et CEDEAO, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. La CEMAC, c'est la dernière. Voilà. C'est le bas de bas. Voilà, donc est-ce que, quels que puissent être les dirigeants, les peuples, quand ils s'affirment, ne pourront-ils pas changer quelque chose au fonctionnement de leur pays, même s'il est dirigé par des gens tenus par des forces exogènes? Nous avons malheureusement en Afrique centrale eu affaire à des gens qui sont pires que l'occupant, qui n'aiment pas leur peuple.
Parce qu'à chaque fois, je prends le cas de la Centrafrique, pendant les 40 ou 50 dernières années, que le peuple veut lever la tête pour exprimer la moindre revendication. Peut-être que d'aucuns ne voient pas. Il y a eu énormément de massacres, mais sans pitié de la population. Dans les années 70-79, on a pris des enfants qui manifestaient, des enfants de simples écoliers. Bokassa les a enfermés en prison. Il s'est déplacé personnellement. Il les a tabassés à mort. Oui. D'abord, Senghor, à cette époque, était celui qui a élevé le ton pour dire que ce monsieur-là, il n'est pas fréquentable. Il n'est pas fréquentable. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, depuis les années 93 à aujourd'hui, quand on parle des bandes armées, mais c'est des Centrafricains qui sont là, mais qui se fichent royalement de ce qui arrive aux Centrafricains. Oui. Des massacres, on ne peut pas en finir. Mais aussi, il y a quelque chose qui nous a aidé beaucoup au Sénégal, il y a la religion. Et la religion... Ah oui, mais justement, si on parle de religion, Voilà. la Centrafrique est le pays qui a et les animistes en nombre, les chrétiens en nombre et les musulmans en nombre. Oui, mais chez nous, la religion Non. a joué un rôle très important pour la stabilité sociale. La stabilité sociale et l'ouverture de l'esprit. Parce que, comme mon grand frère le dit, les gens aussi sont très massacrés. Regardez ce qui se passe dans l'Uturi, dans le RDC, là-bas, ce qui se passe depuis des années. Il a évoqué tout à l'heure que personne dans le monde... Ah oui, on n'a pas vu Macron prendre position clairement, si ce n'est de condamner tout dernièrement, quand le président Tshisekedi est venu ici, Voilà. Et je vous précise, voilà, l'ONU a pointé du doigt mais personne ne dit... Kagame, le Rwanda, Voilà. donc, est derrière les massacres qui se passent dans l'est de la des femmes RDC. violées, Mais le problème est et aussi je vous précise. un instant, le problème est aussi que Tshisekedi traverse tous ses pairs pour venir chercher la condamnation en Occident de Macron de ce qui se passe en terre africaine. Moi, je me demande qu'est-ce que j'étais à la place de Tshisekedi. J'avais déclenché la guerre parce que quand même, à un moment donné, c'est pas possible qu'on viole autant de femmes et des enfants qu'on fait souffrir. C'est ce que je dis toujours. Quand j'ai vu un reportage sur la télé, sur le cobalt, et comment ils font truc là, le pays hyper riche comme ça, on bande de bandits comme ça au nom de la paix. Quelquefois, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Merci beaucoup. Nous revenons dans la dernière partie de cette émission pour trouver les voies et moyens, comment s'organisent les diasporas pour les tumultes qui se passent à l'intérieur de leur pays. Global Africa sur Télé Sud, nous allons donc aller aux propositions. Les diasporas qui sont face à leurs dirigeants ont-ils des perspectives qui fassent que leur point de vue, souvent différent, souvent en phase, puisse être profitable au peuple pour lequel chacun dit se battre? Diallo. Oui, bon, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, déjà, la diaspora a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, nos associations, beaucoup en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, des hôpitaux, des écoles, des maternités, des trucs moi-même. Ils se sont substitués souvent au Aujourd'hui, je gouvernement. pense que nous pouvons développer l'Afrique. Les nouveaux dirigeants, par exemple, comme aujourd'hui le président Diomaye et Ousmane Sonko, et d'autres pays africains, je souhaite que la Centrafrique soit démocratique, que les gens puissent retourner là-bas, car nous avons appris à travailler, à respecter l'heure. Déjà, il ne se reste que ça. C'est un grand acquis pour l'Afrique. Quand on arrive là-bas, aujourd'hui dans une mairie, tu viens le matin, tu es à l'heure, tu repars à l'heure, tu fais les choses au bon moment. Ça déjà, c'est un acquis formidable. Et l'immigré, aujourd'hui, celui qui fait les poubelles, celui qui fait dans les bureaux, quelles que soient les stations où tu exerces ton travail, tu as appris quelque chose. Et ça, c'est très bénéfique dans les années à venir pour l'Afrique.
et que les dirigeants doivent avoir une considération haut placée pour les immigrés, parce que les immigrés pourront faire développer, parce qu'ils ont l'esprit aujourd'hui européen, comment une société peut s'être organisée. Alors, parce-moi justement, si nous considérons cette dynamique, on a vu que les Centrafricains avaient beaucoup espoir avec l'élection du mathématicien Touadéra, avant qu'ils ne déçoivent les espoirs en parlant du 3e mandat. Est-ce que vous pensez qu'en synergie, diaspora, nationaux, enfin, intérieurs, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui puisse contenter le Centrafricain et aussi d'autres pays dans la même situation, quoi? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je dis à mes compatriotes centrafricains qu'ils peuvent toujours se rattraper. Parce qu'il y a lieu d'aller vers la mobilisation des ressources des Centrafricains résidant à l'étranger. Les Africains qui sont à l'étranger ont de fortes épargnes. Je prends le cas, par exemple, des Camerounais en 2023. Ils ont transféré au Cameroun l'équivalent de 240 milliards. 240 milliards. Mais c'est ce qu'à peu près transfère les diasporas du Mali, du Sénégal, dans leurs pays respectifs. Et en parlant de ça, mon grand frère, d'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi pas que cette diaspora, qu'on s'organise, qu'on a nos propres transferts, parce que quand on regarde oui, mais il restera toujours un vide dans l'espace politique majoritaire dans beaucoup de pays africains. Ce n'est pas comme les diasporas du Sénégal ou du Mali et la Tanzanie qui ont des programmes pour leurs ressortissants. Il y a un problème d'organisation. Ça fait 30 ans. Je parle de l'aspect politique. La mission va bientôt finir. Politiquement, quel impact pourra avoir justement ces diasporas pour être intégrés, compris par les dirigeants, alors qu'ils font partie du peuple, mais à l'extérieur, et qui ont des aspirations politiques aussi? Il faut déterminer la place des ressortissants de nos pays qui sont à l'étranger dans les institutions au pays. Et nous, au Sénégal, nous avons commencé, parce que vous avez vu, dans le gouvernement, Ousmane Sonko a nommé un jeune neveu à moi, Alioune Sall, qui était là, qui se battait tous les jours. Et moi, j'appelle aux diasporas gabonais ou centrafricains, mobilisez-vous, sonkorisez vos pays pour pouvoir changer vos pays. Exactement. Sans pour autant rester à l'extérieur et puis insulter les gouvernements en place. Alors justement, la jeunesse aujourd'hui, avec les réseaux, beaucoup de jeunes avec la faveur des réseaux sociaux, même si c'est téléguidé, sont plus aptes à insulter. C'est-à-dire, c'est un changement de paradigme dans nos sociétés que des enfants insultent. Qu'il ne faut pas encourager. Si nous n'avions pas les réseaux sociaux, je crois que ça ne serait pas autant favorisé. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, c'est un néfaste pour les Africains. Les réseaux sociaux ne sont pas venus pour nous aider, sont venus encore pour nous détruire. C'est comme le téléphone. Parce que tout ça, c'est des outils qui créent plus de tension. Oui, mais les Africains aussi doivent créer des outils pour nous unifier, non? Merci, c'est la fin de cette émission. Nous nous trouverons certainement une autre fois. Il y avait sur ce plateau, justement, Yaya Diallo du Sénégal, PASTEF, région orientale du Sénégal, notamment à Vélingara. Dans mon département de Vélingara. Il est à la fois sénégalais, proche de la Guinée et proche du Mali. Et Passema, qui a un pays magnifique, qui est au centre, qui fait frontière avec la plupart des pays de l'Afrique centrale. Et quand on est, par exemple, dans la Sanga à Efondo, on voit sur le fleuve, on voit son pays, la RDC et le Congo. Brazzaville. C'est tellement beau que si nous arrivons à mettre des dynamiques en place qui nous reconstituent, qui créent la solidarité les États-Unis de l'Afrique comme seul pays. Merci. Merci à vous. Merci. On se retrouve une autre fois sur Tumulte, sur Global Africa Télé Sud.